Bonjour tout le monde. Euh, alors vu que c'est supposé être des conversations multidisciplinaires, ce que je vous propose c'est qu'on essaye de se rapprocher peut-être un tout petit peu, que ce soit plus facile pour interagir les uns avec les autres. Ok, merci. Donc le sujet de notre conversation là aujourd'hui, c'est comment prévenir des blessures dans le milieu du sport grâce à la proprioception. J'ai choisi un sujet relativement généraliste pour que ça puisse toucher le maximum de gens. Je ne m'arrête pas sur un sport et je ne m'arrête pas non plus sur un sujet de prévention en particulier. On parlera aussi bien des préventions primaires, donc comment empêcher que les sportifs se blessent à la base. Secondaire, comment éviter que quand il y a une blessure, ils se surblessent par-dessus. Et tertiaire, comment éviter, une fois qu'il a quitté le cabinet, qu'il revienne 6 mois après, parce que bon, on a tous des agendas quand même assez chargés. Je me présente, je m'appelle Alexandre Tapin, je suis kiné en libéral depuis 10 ans. J'ai aussi, je fais de la recherche, je suis doctorant, je vais passer ma thèse dans un mois, où je parle dans un sujet qui parle beaucoup de proprioception, on pourra parler en off après. Et j'ai aussi une activité sur Instagram qui s'appelle CliniGuide. Et donc dans les conflits d'intérêts, j'ai participé un peu à l'élaboration de certains des conférenciers et je vais donner une formation sur la proprioception avec l'agence EBP. Évidemment, si vous avez la moindre question, vous levez la main et puis on discute, hein, c'est vraiment fait pour ça. Quand j'ai abordé le sujet de la proprioception au fur et à mesure des études, j'ai remarqué un truc, c'est que on a tous l'impression de savoir ce que c'est, mais chaque fois qu'on demande à quelqu'un, à chaque fois j'ai une définition, une interprétation différente. Est-ce que par main levée, vous pouvez me dire, selon vous, est-ce que vous avez l'impression de savoir, de pouvoir donner une définition de la proprioception? Allez-y, ceux qui... Non. Donc là, je présume que personne n'a une définition précise de la proprioception. Peut-être que vous avez raison. Peut-être que vous ne savez pas. Donc, la définition la plus triviale de la proprioception, c'est la connaissance de la position que l'on a, donc on appelle la statesthésie, la connaissance des mouvements que l'on fait. Je sais que j'ouvre ma main et que je la ferme sans même avoir besoin de regarder. Et on rajoute aussi un autre truc, la connaissance de la force qu'on utilise. J'assume que tout le monde est capable de soulever un poids de kilo de 1,5, un poids de 3, et que vous savez faire, si je vous fais fermer les yeux, vous saurez faire la différence entre les deux. Et bien ça aussi, ça fait partie de la proprioception. La proprioception, elle utilise malgré tout plusieurs capteurs. Vous avez les premiers capteurs qu'on a dans nos muscles, qu'on appelle les fibres 1A, et c'est elles qui permettent de dire là mon muscle il est en train de s'allonger, mon biceps est en train de s'allonger, mon biceps est en train de se raccourcir. Sauf que si j'allonge mon biceps, je raccourcis mon triceps, et inversement. Et c'est ces informations-là, si mon biceps il s'allonge et que mon triceps il se raccourcit, ça veut dire que mon coude se tend. Dans l'articulation du coude, on a aussi des capteurs qui gèrent, là c'est en tension, là c'est détendu. La peau, c'est exactement pareil. Donc tous ces capteurs-là, c'est eux qui vont nous permettre de coder et de dire à notre cerveau, ok, on est dans telle position en fait, ou on est en train de changer de position. La chose aussi, c'est que ça ne s'arrête pas à ces capteurs-là. C'est-à-dire que le corps va utiliser d'autres informations, d'autres sens pour comprendre qu'est-ce qu'on est en train de faire, où est-ce qu'on est dans notre environnement. Aujourd'hui, la littérature montre de plus en plus, n'hésite pas de plus en plus à dire qu'en fait la proprioception, c'est un 6e sens.
Et c'est un sens qui en fait nous permet de nous distinguer, nous, notre propre corps, notre enveloppe, du reste de l'univers. Enfin, de l'environnement, vous m'avez compris. Parmi ceux-là, le plus évident, ça va être notamment la vue. Lorsqu'il y a une blessure, on va prendre la plus typique, les ligaments croisés par exemple. Les ligaments croisés, selon si le croisé antérieur, le croisé postérieur est en tension ou pas, pareil. C'est grâce à ça qu'on va avoir, entre autres, une connaissance sur est-ce que mon genou est en train de fléchir ou est-ce qu'il est en train de s'étendre. Quand on perd ce ligament, c'est comme quand on est dans le métro et qu'on a moins de réseau. Le GPS est moins capable de détecter avec précision où est-ce qu'on est. C'est la même chose qui se passe dans notre corps. Il a un peu moins d'informations, il fait avec ce qu'il a, et du coup, les yeux vont prendre le relais. C'est pour ça que vos patients vont beaucoup regarder qu'est-ce qui se passe au début pour compenser cette perte d'information. Et cette perte d'information est très pernicieuse parce que ça se fait très automatiquement, ça se fait très bien. Et il y a beaucoup de situations où vous allez être obligé de forcer le patient à ne plus regarder le genou, et là, ça va poser problème. Typiquement, quand vous allez faire monter un steps sur un step et que vous allez enlever la vue, il pourra y avoir des problèmes au départ. D'après vous, est-ce que la proprioception est utile dans toutes les circonstances, dans toutes les parties du corps? Levez la main ceux qui pensent que oui. Ok. Ceux qui pensent que non? Ok. Il s'avère que, en fait, non. En ce qui concerne les membres supérieurs, les bras et les membres inférieurs, ça sera utile pour des raisons qui vont être différentes. Mais en ce qui concerne tout ce qui va être au niveau du dos, des dorsales, au niveau des lombaires, on n'a pas vraiment de preuve que faire des exercices qui vont stimuler la proprioception apporte quelque chose en plus en fait. Et en plus, entre les bras et les jambes, on va avoir une utilité différente. C'est-à-dire que quand on va travailler la proprioception au niveau des jambes, on sait que ça va aider à améliorer l'équilibre. On sait que ça va aider à améliorer la fonctionnalité, les mouvements. Là où les membres supérieurs, eux, finalement, ça aura plus un intérêt dans la diminution de la douleur, particulièrement dans les épaules, et pour améliorer aussi la fonction du membre, redevenir un petit peu plus agile avec ses bras. Donc depuis tout à l'heure, je parle de stimuler la proprioception et non pas travailler la proprioception, parce que comme je l'ai dit, c'est un ensemble de capteurs et on stimule ces capteurs. Est-ce que quelqu'un saurait dire quelle distinction on doit faire entre un travail de l'équilibre et un travail de la proprioception? Pourquoi, quand on parle d'équilibre, on parle de proprioception? Personne ne se lance. Ok. En gros, quand vous allez travailler l'équilibre, vous allez avoir besoin de proprioception. C'est-à-dire que si on met quelqu'un dans un plan instable et que le bosu va par exemple travailler avec le déséquilibre, va faire tourner la cheville, il vous faut de la proprioception pour comprendre qu'il y a du mouvement de la cheville et vous rattraper derrière. Là-dessus, c'est vrai. Mais qui travaille le plus là-dedans, ça va être votre oreille interne. Parce qu'il va sentir qu'il y a de l'accélération au niveau de la tête et donc ça va partir. Donc c'est pour ça qu'il y a eu souvent ce petit méli-mélo là-dessus. C'est qu'il faut de la proprioception pour travailler l'équilibre, mais la proprioception, ce n'est pas que l'équilibre. Ça fait partie d'un tout. Est-ce que déjà de base, il y a des gens qui auraient des questions par rapport à une pathologie particulière ou une méthode de travailler, des choses comme ça? Ok, je vais essayer de m'adapter. Ouais.
tiens, pardon. Typiquement sur l'entorse de cheville, qui a été faite il y a plusieurs années, non soignée. Ça m'est arrivé encore ce matin avec une patiente, c'est pour ça que je dis ça. L'intérêt de reprendre la kiné maintenant, sachant qu'elle n'a jamais été soignée. Et l'intérêt de la proprio du coup dans l'atteinte ligamentaire, ou plus ou moins ou pas. Je sais pas si je suis claire. Alors, donc c'est suite à une entorse, c'est ça, qui a créé des douleurs chroniques. Ok. Est-ce qu'il y a eu de la perte de fonction? Est-ce que la personne... Ouais. D'accord. Et finalement, il n'y a que quand tu touches qu'il y a de la douleur. Ok. Est-ce que c'est quelqu'un qui se fait souvent toucher la cheville? Est-ce que dans d'autres situations, elle est vraiment gênée? D'accord, ok. Ok. D'accord. Donc là, on aurait affaire à un cas clinique où donc, on aurait la suite d'une entorse, une douleur à la suite d'une entorse qui a l'air d'être chronique, qui visiblement provoque des douleurs au niveau tactile et qui peut-être pourrait gêner dans d'autres situations. On ne sait pas encore, peut-être un peu plus. En tout cas, il y a de la douleur qui est liée. Par rapport à ça, il y a des données qui sont très intéressantes sur, je l'ai évoqué tout à l'heure avec le membre supérieur, mais ça marche aussi finalement avec le membre inférieur. Il y a des données très intéressantes entre la relation entre la douleur et la proprioception. Dans la mesure où le cerveau va régulièrement impliquer un genre de principe de précaution. Où s'il n'est pas persuadé qu'il n'y a pas vraiment de danger là-dessus, dans le doute, il pourra créer de la nociception. Le fait de travailler la proprioception là-dessus, le fait de recoder au niveau du mouvement, du contrôle moteur, va créer une espèce de cohérence entre le mouvement qui est effectué, l'information qui est perçue et le traitement au niveau du cerveau. Et on sait aujourd'hui que ça peut aider à diminuer cette douleur. Ne serait-ce parce que la personne aussi, ça améliore son sentiment d'auto-efficacité. Elle va se sentir plus confiante dans ce qu'elle fait. Et même s'il y aura de la douleur, sera plus capable d'y aller. Et ça va en diminuer cette sensation un peu de danger et de douleur qui irait avec. Et ça, on le voit pas mal aussi au niveau des épaules. Certaines personnes vont avoir de l'appréhension à lever les épaules, à travailler en fin d'amplitude. Alors que grâce à de la proprioception, un meilleur contrôle moteur, des meilleures activations au niveau des muscles, vont d'une part permettre d'optimiser les contractions musculaires, d'autre part d'avoir une meilleure perception de ces mouvements-là, diminuer la sensation de danger, améliorer le sentiment d'auto-efficacité et diminuer donc la douleur à moyen, plus long terme. Je ne sais pas si ça a répondu un peu à ta question là-dessus. Ah oui. Oui, non, ça reste pertinent. Dans le sens où il y a peut-être cette association qui a été faite entre certains mouvements et de la douleur, et se réapproprier, reprendre conscience au niveau du mouvement, réexposer graduellement à des mouvements qui ont été un peu dangereux, et aujourd'hui à la répétition, comprendre que finalement le danger disparaît, permettra peut-être de justement casser ce cercle vicieux avec la douleur. Quand on parle de proprioception, en fait, qu'est-ce que vraiment stimuler la proprioception? Il faut partir de l'apprentissage ou le réapprentissage moteur. C'est-à-dire que finalement, un patient qui s'est
qui a une fracture, qui, bref, a une pathologie, bah, c'est la base de notre métier, c'est de réadapter, de réapprendre un mouvement avec les conditions qu'il a. Donc des restrictions de mobilité, une diminution... Ouais. Ah oui, super, merci. Une diminution de la force musculaire. Donc c'est comment refaire un geste dans un corps qui a changé. Un corps qui a changé et qui reçoit moins d'informations que lorsque ça allait bien. Et comme tout apprentissage de geste, si vous êtes mis un nouveau sport, vous pouvez le savoir, bah, ça se transforme en plusieurs parties. Il y a une première phase qui va être très conscientisée. Par exemple, vous apprenez à faire un service, bah, vous allez vous concentrer sur la qualité du geste. Et puis, de répétition en répétition, vous allez intégrer ce mouvement. Il va passer dans l'inconscient. Et quand vous serez très fort là-dessus, quand vous allez faire un service, vous n'allez plus penser à comment faire le geste, mais plutôt où mettre la balle, à quelle vitesse, etc. Votre patient, il y a des infos qui se perdent. Je reprends par exemple pour la cheville. S'il y a une rupture des ligaments, bah, c'est de l'information qui se perd. Stimuler la proprioception, ça va être chercher à stimuler les autres capteurs pour qu'ils prennent le relais en attendant que le ligament cicatrise, en attendant que les nerfs repoussent, en attendant que les nerfs qui seront associés à l'endroit qui est brisé vont pouvoir resservir de nouveau. Donc comment ça va se faire? Ça va se faire au début naturellement avec la vue, quand on va retravailler par exemple un mouvement qui est dangereux, où on va aller chercher à contrôler la vue, un mouvement, par exemple si c'est celui d'inversion qu'on va aller chercher sur le côté. Ça va être aussi d'autres types de capteurs visuels. Par exemple, vu que le cerveau fonctionne énormément par fonction et non par mouvement, si vous donnez un objectif, vous allez faire travailler vos patients beaucoup plus fort que si vous demandez juste de faire un mouvement. Là, malheureusement, j'en ai pas sur moi, mais les patients, s'il faut par exemple chercher à faire une extension, l'activation musculaire du quadriceps, s'il arrive déjà assez à le faire, vous allez le faire contracter beaucoup plus fort. Si vous amusez à faire un laser qu'il va falloir pointer et dire au patient amenez le laser le plus haut possible, il va s'épuiser beaucoup plus que si vous disiez juste tendez et puis serrez fort et revenez. Parce qu'il y a une stimulation visuelle, parce qu'il y a un objectif, donc ça va aller chercher beaucoup plus loin. Une autre manière d'aller chercher les capteurs, je vous disais au début, on en a dans les muscles. Donc si par exemple, il faut aller chercher, il y a une moins bonne sensation au niveau du genou, justement, l'autre intérêt d'aller chercher à mettre de la résistance, à charger, ça va recruter plus de muscles, donc plus de capteurs, plus de fibres neuromusculaires, et donc ça va améliorer la perception de vos patients dans le mouvement. Donc c'est tous ces petits ensembles de tricheries, dans un premier temps, pour aider à refaire le mouvement comme il faut. Si c'est dans le cadre, par exemple, des douleurs au niveau de l'épaule, là où on a particulièrement le supraépineux et que la rotation interne est limitée, ça peut aller chercher même dans de l'information tactile. Vous pouvez le mettre comme ça et juste demander d'aller chercher à toucher la main. Et ça va être l'association des informations entre l'un et l'autre. Pareil, il y a un but. L'objectif, c'est d'aller chercher à toucher le mur. C'est pas juste tourner. Et c'est ce côté un peu objectif à accomplir avec d'autres sources de stimulation que d'aller chercher à faire des muscles, de regarder, qui va faire en fait travailler la proprioception. J'espère que j'étais à peu près clair dans tout ça. Qui pense que il faut mettre le bosu au placard? Ouais.
On va dire dans beaucoup de vos patients, effectivement, ce n'est pas la priorité. Dans la mesure où votre rééducation doit rester fonctionnelle. C'est-à-dire que si vous avez un patient, son objectif c'est de retourner au tennis, qu'il a des problèmes d'épaule, bah, l'objectif ça va être de lui redonner toutes les mobilités, toute la force pour qu'il puisse faire ses gestes et refaire des services et des frappes, etc. Si vous, comme moi, votre patient, c'est pas un surfeur, il ne travaille pas au Cirque du Soleil ou un skater, bref, il passe pas sa vie dans un environnement vraiment instable, ça n'aura pas de bon sens de faire sa rééducation plutôt précoce dans un environnement instable. Parce que ça ne va pas ressembler à sa vie de tous les jours. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Bah, c'est en le mettant stable qu'il va gérer sa stabilité. Ça veut pas... Si vous avez la capacité au cabinet de faire des terrains inégaux qui peuvent ressembler à des trottoirs parisiens, des choses comme ça, c'est bien, ou même le mettre dehors. Mais par contre, le mettre tout de suite sur le Bosu, si la personne n'a pas un environnement qui lui ressemble, c'est en ça que ça n'a pas d'intérêt. Cependant, en fin de rééducation, quand il arrive à faire tout ce qu'il veut chercher un peu plus loin parce qu'il y a des défis, ça peut avoir de l'intérêt dans le sens où ce qu'on a perdu en équilibre, parce qu'on travaille en fait plus l'oreille interne que le corps en lui-même quand on est sur un Bosu, mais il y a aussi une composante un peu, on va être obligé de gainer, d'avoir un travail un peu plus profond des muscles. Donc ça peut être aussi mettre dans une situation un petit peu plus compliquée pour faciliter la tâche en environnement normal. Mais ça, c'est vraiment que en fin de situation. Plutôt, s'il n'a pas validé d'autres tests dont il aurait besoin pour son retour en activité, ça n'a pas vraiment de sens. Est-ce que tout est beau jusque-là? Tout est clair là-dessus? Ok. Au niveau... les douleurs, j'en ai déjà parlé, ça c'est bon. Au niveau de la vue, ouais. Oui. Alors, ok, je vais spécifier un petit peu plus mon propos. L'utilisation d'exercices de la stimuler la proprioception pour les lombalgies ou les dorsalgies n'a pas d'intérêt à faire diminuer la douleur. C'est dans la diminution de la douleur que c'est limité. C'est-à-dire que si vous allez juste chercher à faire, soit mettre dans un ballon, juste des petits exercices, ou vous allez chercher à ressentir le mouvement, des choses comme ça, non, ça aura pas trop... faut pas compter sur ce genre d'exercice pour diminuer la douleur. Il y a d'autres facteurs, et puis de toute façon, au niveau du dos, en termes de ligaments, en termes de muscles, il y a beaucoup trop de trucs qui permettent vraiment d'isoler un facteur proprioceptif vraiment utile. Donc ça n'a pas trop de... C'est plus pour diminuer la douleur en fait que ça n'a pas trop d'intérêt. Ok, bah, je suis allé un peu plus vite que prévu. Donc si vous avez des questions, je suis là. Vas-y, c'est bon. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a un âge où la gestion de la proprioception est moins intéressante à faire travailler parce que leurs récepteurs sont moins sensitifs, moins réactifs? Bah, c'est sûr qu'avec l'âge, la vitesse de transmission des informations va diminuer. Mais non, au contraire, là-dessus, il n'y a pas de question d'âge, il n'y a pas de question du plus jeune au plus âgé. Non, ça a toujours son intérêt, ouais. Merci. Est-ce qu'il y a moyen de hiérarchiser les capteurs ou les stimuli pour des pathologies plus complexes où tu sais que tu as une atteinte et musculaire, et sensitive, et profonde et superficielle? Alors, il y a des hiérarchisations.
Malheureusement, ces hiérarchisations sont personnes dépendantes. On sait notamment, par exemple, au niveau du genou, au niveau de la cheville, que certaines personnes vont plus utiliser les informations tactiles, cutanées, et d'autres vont plus avoir des informations au niveau capsulaire, articulaire. Et c'est du 50-50. Le genou, c'est pareil. 50% des gens, en fait, on saura que, et c'est pour ça que, par exemple, le tape n'est pas finalement tant à jeter que ça, parce que le K-taping, j'entends, parce qu'on sait à peu près que 50% de la population, dans les informations de genou, vont utiliser beaucoup les informations cutanées du genou. Et donc redonner de la stimulation cutanée pour certains va être plus... C'est là où ce qui pourrait expliquer peut-être les différences de résultats chez certains, mais redonner de l'information cutanée grâce à un tape, pour certains, ça pourrait être utile pour améliorer cette proprioception-là. Est-ce que ça veut dire, pardon, je continue. Est-ce que ça veut dire que du coup, quand tu crées ton apprentissage moteur en petite enfance, les expériences passées vont avoir une influence sur la façon dont tu utilises ton corps à l'avenir, y compris sur des cerveaux en difficulté? Si on part du principe de la plasticité cérébrale et qu'il y a des infos qui ont été plus utilisées que d'autres, si l'enfant a préféré les informations tactiles ou au contraire des informations de force pour comprendre comment il bouge, il y a fort à parier que. Mais je m'avance un peu là-dessus. Alors tu as parlé essentiellement de la proprio dans le cadre, on va dire, plus nerveux. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses un peu plus, on va dire, dans le cadre prévention, dans le cadre préventif aujourd'hui? Parce que je sais qu'effectivement, il peut y avoir plus des patients qui peuvent être dans le registre performance. Voilà, donc je veux savoir ton avis là-dessus. Okay. Performance, hein, c'est ça? Enfin, ou préventif première là-dessus. Ok. Il y a quand même quelques données aujourd'hui qui ont l'air de montrer que plus la personne va être capable de ressentir les mouvements qu'il fait et va être capable de contrôler ces mouvements-là, et ça dans différentes situations, à différentes vitesses, à différentes résistances, plus le corps saura réagir en cas de danger. Et plus la personne sera aussi en capacité de mieux connaître ses limites à ce sujet-là. Donc, où le geste est bien exécuté et ça va bien se passer, ou le geste est mal exécuté et la personne sera plus à même de se corriger plus rapidement son geste. S'il y a un coach, par exemple, derrière qui lui dit « Ah bah ça, c'est pas comme ça, va plus vite, mets plus l'épaule en arrière », bref, peu importe. Et donc, limiter le risque de surcontrainte parce qu'un geste a été mal effectué. Ou même d'autocorrection si la personne ressent elle-même que dans son geste, il y a un truc qui ne va pas. Ok. Merci beaucoup du coup.